Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur notre nouveau podcast, enfin notre premier podcast d'ailleurs, Prends ma roue, enfin plutôt celle de Quentin, c'est surtout lui qui fait du vélo, nous on tente de suivre laborieusement. En tout cas aujourd'hui je suis présent avec donc le Pignon Voyageur alias Quentin qui va nous emmener sur les plus beaux cols de France et d'Europe. Salut Quentin. Salut à tous, surtout n'hésitez pas à prendre ma roue. Ouais, on va essayer. Et JB qui sera là pour nous parler des thèmes plutôt du passé, voilà, pour raviver vos vieux souvenirs. Bon, JB remonte pas trop loin quand même parce que globalement on est assez jeunes, nous on va être assez perdus. Hein. Ouais, mais je suis obligé de revenir dans le passé parce que dans le présent, ça fait longtemps que je suis largué de la route, Quentin. Ouais, bon, alors sachant que le sujet du jour, ça va pas parler à tout le monde, mais je sens que tu vas nous en apprendre beaucoup. Qu'est-ce que tu nous as choisi, JB? Qu'est-ce que tu nous as choisi? C'est quoi ton sujet du jour? Cette fois-ci, on va parler de la semaine catalane et non du Tour de Catalogne. Ce ne sont pas du tout les mêmes épreuves. La semaine catalane, c'était une épreuve qui a disparu en 2005, qui a existé entre 63 et 2005, qui a connu une première partie d'histoire où ça se jouait non pas autant, mais au point. Au point, c'est-à-dire toutes les courses. Les coureurs n'étaient pas obligés de faire toutes les courses, un peu comme le challenge de Majorque il y a quelques années. Et souvent, ils abandonnaient après la troisième étape pour aller faire Milan-San Remo. Donc la semaine catalane était une vraie course de préparation à cette époque. D'accord, mais le vainqueur du coup était élu par rapport au nombre de points qu'il avait sur la totalité des courses qui participaient. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui faisait 2 courses mais qui les gagnait pouvait tout à fait gagner la semaine catalane. Alors je crois que c'est jamais arrivé, donc le système de points devait être bien fait pour que ça soit pas possible. Mais effectivement, théoriquement, c'était possible. Quand est-ce qu'elle a commencé cette course? Alors elle a commencé en 63 avec un Espagnol que absolument personne ne connaît qui s'appelle José Pérez Frances qui a gagné les 2 premières éditions. Faudrait qu'on demande à Jérôme Toméqueux, un de nos plus fervents supporters, il devait être là en 1963 je pense, non? Ah oui, certains, d'ailleurs je suis sûr qu'il le connaît, il a dû acheter son livre. Donc 1963 et la dernière édition? En 2005, et en 2005 évidemment c'était une course qui est particulière et qui a une vraie importance pour la suite de l'histoire du cyclisme, puisque c'est la première course par étape qui a été gagnée par Contador, qui succède alors à Paul Marès, à des coureurs quand même comme Eddy Merckx, comme Poulidor, Sean Kelly, Pedro Delgado, qui avaient gagné cette course dans le passé. Et donc Contador en 2005, il a 22 ans, c'est sa 3e saison pro, et à ce moment-là, il n'a encore gagné aucune course. Il est chez Liberty Seguros, non? Tout à fait. Très beau maillot, très beau maillot, il me semble. Hein. Isidro Nosal, tout ça, c'est exactement. Petit souvenir là, Roberto Heras. Voilà. La propreté à l'état pur en plus. La propreté à l'état pur. il baignait dans l'eau, dans la fontaine de Jouvence. Elle était en concurrence avec le Tour de Catalogne, c'est ce que tu nous disais? Alors plus ou moins oui, parce que c'est disputé presque sur la même période. Mais la semaine catalane était un peu plus tôt normalement que le Tour de Catalogne. Mais elle n'a jamais eu le prestige du Tour de Catalogne, ni vraiment sa start list. Ouais, ce que j'allais dire. Les gens devaient plutôt choisir le Tour de Catalogne que la semaine catalane. Ça arrivait, mais après en 2005, la start list c'est quand même intéressante, puisqu'au-delà de Contador, on retrouvait Heras, Iban Mayo, Gilberto Simoni, qui sont quand même des coureurs et des grimpeurs plutôt de bon niveau à l'époque. C'est quand même la belle époque encore de Mayo. Oui, c'est vrai. Se perdre totalement à celui du La belle époque de Maillot. Oui, c'est clair qu'il a mouillé le maillot. Mais il me semble que le podium était très intéressant, non? Les joueurs avec des coureurs qui vont parler à tout le monde. Ah bah oui, tout à fait. Bah déjà, tout le monde connaît Alberto Contador, c'est une évidence. Mais que dire de son dauphin, Monsieur David Bernabeu? Bernabeu, ça doit avoir un rapport avec le stade du Real Madrid, non? C'est ça, et à mon avis, il y a plus de gens qui le connaisseraient. Peut-être son grand-père. On parle quand même d'un coureur qui a couru dans des équipes absolument parfaitement clean, puisqu'il a couru pour la Boavista, pour la Comunidad Valenciana et pour l'Andalusia. Mais c'est vrai que alors c'est marrant, le palmarès, si je suis en train de le regarder, il y a des grands noms, mais par contre sur le podium il y a vraiment des inconnus. Pourquoi ça attirait pas ça manquait de moyens, comment était le parcours, le profil? Alors en ce qui concerne le profil, je sais pas comment il était chaque année, mais en tout cas par exemple pour prendre l'exemple de 2005, on avait eu 3 étapes de sprint, vraiment. Alors des sprints plus ou moins restreints, avec des coureurs
des sprinteurs qui n'ont gagné que cette course-là dans leur vie. Hein. C'était un peu 2005. Là, quand on regarde le palmarès des étapes, on a un Slovène qui gagne la première étape. Pogacar, il était déjà là? Non. C'est ça. Ou Roosmurn, qui était à la Fnac à l'époque. Ah oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Qui devançait d'ailleurs Claudio Corioni, qui gagne l'étape le lendemain. Voilà. Ah oui. d'accord. Oui. À Udo, ils ont 5 succès pro. Pour des sprinteurs, c'est quand même très beau. Et il y avait eu une ascension, une arrivée au sommet difficile, au col de Pal, qui était donc le jour où Contador a fait les différences. Donc le col de Pal, pour faire un rapide rappel, c'est une montée de 19 km assez régulière, autour de 6-7% de moyenne à peu près. Ah oui, une belle montée, ouais. Voilà, donc il n'y a pas de gros pourcentage, ça dépasse pas les 9, mais c'est très régulier. Et donc Contador avait gagné avec 7 secondes d'avance sur celui qui sera 3e du général, le mythique Pedro Arey Tunandia, qui était la Parlo World, voilà. Ah oui. On s'en souvient aussi. Oui, bien énormément, sûr. tout à Il fait. était espagnol. Bien joué, Titon. Je sais, c'est... Il a quand même fait une participation au Tour d'Espagne et il a abandonné la 17e étape. C'est ça. Mais bon, il y a Eh, c'est bien mieux que toi, d'autres Quentin, quand hein. même qui a gagné. Ah ouais, c'est bien mieux que moi, oui. Je pense qu'il était bien plus brillant que moi, ça c'est sûr. Il y avait quand même deux autres coureurs assez connus qui ont gagné des étapes, puisque la 4e étape avait été gagnée par Robert Hunter, le sprinter sud-africain, qui a gagné Ah oui, l'étape du Tour de Barlow France World aussi à l'époque, en non? 2007. Bah, Alors, je suis pas sûr qu'il était à la Barlow World à cette époque-là, mais en 2007, quand il gagne, il était à la Barlow World, en tout cas. Ouais. Puis c'est un sacré chasseur Je crois d'étape. qu'il était à la un Fnac, bon sprinter et un sacré chasseur d'étape, ouais. tout à fait, qui a gagné sur la Vuelta et sur le Tour de France. Un Et des premiers sud-africains, non, en plus, à gagner de manière Je crois que régulière. c'était le premier, justement, ouais. En 2007, à Montpellier. Il avait gagné une étape où Chavanel s'était fait reprendre dans le final de l'étape, à 500 mètres de la ligne. Dur, mais bon, pour rentrer dans l'histoire, ouais. c'est important. C'est ça, tout à fait. Et donc, l'étape, la semaine catalane se terminait par un petit chrono d'une 15aine de kilomètres. Donc voilà, une course assez équilibrée avec 3 sprints, une arrive au sommet, un chrono. Gagné par un inconnu qui s'appelait Fabian Cancellara. Ah oui, mais je connais pas du tout qui est ce gars-là, non. Ouais, non, moi non plus, j'ai rien trouvé sur lui d'ailleurs en faisant des recherches. Bah, vous connaissiez plus David Bernabéu, vous. Eh oui, mais Ouais, tu tout à sais, fait. en tant que spécialiste, souvent, on s'intéresse aux meilleurs. Gros connaisseur chez Vélo Futé. Contador avait pris la 4e place de ce chrono qui se disputait à l'époque autour des. Ah, il des était déjà- associations Wurtz. Donc il était déjà quand même intéressant dès 2005 sur le chrono, Tout à hein. Il fait. faisait déjà des performances intéressantes. Il a plus gagné en chrono qu'en montagne jusqu'ici en fait. C'est l'étape au col de Pal, sa première victoire en montagne de Contador véritablement. Mais globalement, D'ailleurs, C'était presque plus un rouleur jusqu'ici. il a d'ailleurs, beaucoup gagné on en lui a- chrono de toute façon, Oh. hein, Contador. Hein. ouais, on lui tapait souvent dessus parce qu'il des fois il gagnait les chronos, on disait c'est pas possible, mais il était quand même super bon en chrono. Il est champion Tout à fait. d'Espagne du contre-la-montre, il a gagné des étapes sur le tour. Enfin, Il a dû rien gagner à 2 dire. chronos sur le tour, hein, je crois. Donc, enfin, oui, Il c'était gagne, un... il gagne en 2009, je crois, à Annecy, si je dis pas de bêtises. Oui, Et, je suis Et pas peut-être sûr une autre qu'il en fois. gagne un autre. peut-être en 2007 donc. Non, en 2007, c'est pas lui qui gagne le chrono. Hein, c'est c'est, peut-être encore l'inconnu Cancellara, non? Je crois que c'est Lifeheimer, je crois, en 2007. Ah, sur le- Lifeheimer, ouf. sur le grand chrono de fin. Ouais. Ouais, l'Alzheimer, putain. Ouais, comme tu dis. Il a Gerolsteiner. disparu de ciel, ouais. Cette édition 2005 qui était donc la dernière, puisqu'elle sera annulée l'année suivante pour des problèmes économiques, ce qui est malheureusement souvent le cas avec les courses espagnoles, qui ont tendance à disparaître ces dernières années. Heureusement, C'est malheureux, il hein. reste toujours la Vuelta. Et le Tour de Catalogne. C'est ça. Eh ben merci JB, donc ravi de connaître, de retracer l'histoire et de reconnaître la première victoire de Alberto Contador sur les courses à étapes. Ça nous permet de faire un magnifique enchaînement puisqu'on va parler d'un col, Quentin, un col où Alberto Contador a aussi brillé, le col du Tourmalet. On se rappelle évidemment de son duel mythique avec Andy Schleck. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce merveilleux col qui est le col du Tourmalet? Ça fait beaucoup de cols, hein. J'ai quand même fait pas mal de répétitions là. Faudrait que je travaille ça la prochaine fois. Ouais, bah écoute, c'est notre premier podcast, on essaie de se roder. Alors, merveilleux col, bah, tu sais pas si bien dire, c'est que c'est peut-être un des cols les plus moches des cols hors catégorie des Pyrénées. Ah, très bien. Bon, merci de me alors- casser, Quentin, c'est bien, ça fait plaisir. Non, mais quand on fait pas de vélo, c'est Eh, compréhensible. j'en fais, mais je fais plus des petites côtes, tu vois, d'1 kilomètre ou 2.
Voilà. Oui, pour Paris. Je suis un c'est déjà puncher, pas mal. tu vois, c'est un puncher. Ouais, tout à fait. Alors, c'est tout ce que je ne suis pas. On m'a beaucoup Euh, dit que je ressemblais à Julien Lafilippe. Enfin, plus à Julien qu'à Lafilippe, tu vois. Oui, oui, exactement. Oui. C'est Pour tout à moi, ce serait plutôt Alain Philippe. Alain Philippe, ouais. Plus à Alain, ouais, c'est vrai. Et donc, si je peux me permettre de continuer sur ma partie, nom de Dieu, le Carrément. Tourmalet. Dans le Tourmalet, ça a la particularité d'avoir 2 versants hors catégorie. Alors, on a un spécialiste d'école aussi, JB, hein, qui va pas dire le contraire. C'est très rare, hein, c'est très très rare d'avoir 2 versants, surtout au niveau des Pyrénées. Donc, on a le Paillère et celui-là. C'est un école les plus laids. Alors, pourquoi c'est un école les plus laids? C'est parce qu'en fait, notamment sur la partie, on va dire, la moins moche, à partir de Luz Saint-Sauveur, pardon, donc qui est au pied de Luzardiden, vous mangez 6 km de plat sur une route large, et c'est surtout c'est tout droit, quoi. C'est-à-dire que vous bouffez le vent, il n'y a rien à voir, vous sortez du village, que ça soit à gauche, à droite, les maisons sont... je suis désolé si des gens habitent C'est là. glauque, et nous quoi, un écoutent. peu. Ah ouais, les maisons sont vraiment pas jolies. Tu te tapes une vallée. Mais il y a alors une pourquoi espèce tu de nous as ruisseau. choisi ce col-là, Quentin, si c'est le plus moche? J'ai choisi ce col-là parce qu'il sera au programme de la Vuelta. Ah. Et j'en discutais justement avec Nicolas G. On se disait, ouais, il est mythique, mais en fait, il est moche. Alors pourquoi il est mythique? C'est parce que justement, il est très dur, il est très raide. Il y a 17 km quasiment à 7,5, donc dans les Pyrénées, ça se fait pas beaucoup, même dans les Alpes. Donc en plus d'être très long, d'être pentu, le fait qu'il soit pas super beau, ça rajoute de la difficulté. Moi, je m'aperçois que dans l'école que tu montes, en fait, tu prends vraiment du plaisir quand c'est beau, même si la pente est exigeante. C'est-à-dire que c'est là que tu prends ton pied. Comme tu montes pas très vite, tu as le temps de regarder à droite à gauche. Alors, si t'as pas les yeux fourrés sur ton guidon parce que tu es au bord de la crampe et au bord de l'asphyxie, ou que tu es Christopher Froome et que tu pédales comme à 120 tours minute sans être oxy, bon, peut-être qu'on se rapproche un peu plus de Gerald Steiner là, mais le Tourmalet, en fait, il est dur parce que t'as rien à faire. À part regarder ton guidon, t'as rien à faire. Donc c'est long. Et donc il est usant. Il est usant parce que Et il tu monte le très vois, haut. parce que c'est longiligne. Et en plus, tu commences, tu montes à 2000 mètres. Hein. Donc dès 1500 mètres, à partir du moment où tu arrives presque vers Barège, voilà, un petit peu avant, c'est pas très beau. Donc en fait, ce col-là, oui, il est mythique parce qu'il s'est passé plein de choses, parce qu'il y a eu Contador, parce qu'il y a eu Laurent Fignon, parce qu'il y a eu Thibaut Pinot plus récemment. Mais en fait, il est tout simplement horrible à monter. Il est super dur, sauf sur les 4 ou 5 derniers kilomètres où il y a une vue sur la vallée qui est quand même assez incroyable. Vous avez la vallée, enfin vous avez le précipice à gauche. Enfin, vous ratez le virage, vous tombez 300 mètres plus bas, quoi. Il y a vraiment rien pour vous protéger. Ça donne pas envie de la faire. C'est assez impressionnant. Non, le but, c'est que je démystifie un petit peu ce col-là, de dire, ouais, peut-être qu'il est, il est fabuleux, mais si vous le faites pas, c'est pas très grave. Moi, j'en conseille d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est assez violent dans l'effort parce qu'il est très long. Et il y a quand même une récompense en haut. Il y a une vue relativement incroyable, mais quand vous prenez 3 ou 4 kilomètres de col qui est très beau, en plus, c'est très rocheux. Il y a beaucoup de caillasses. Il y a pas beaucoup de. De toute façon, on le sait. Tu le dis bien assez, toi, Titouan. Hein, quand on dépasse les 1500 mètres, il y a plus de végétation, quoi. 1008. Ouais, 1005, 1008. Déjà, 1005, t'as plus grand chose. À 1008, t'en as encore moins. Et à 1009, t'en as plus. C'est un col qui est hyper usant, qui fera mal à tout le monde, et parce que c'est quand même assez irrégulier, mine de rien. Et il y a de quoi faire des différences. En tout cas, Il est noté combien sur notre classement des cols hors catégorie, et c'est quoi son indice de difficulté? Il est à 317. Ah. Alors 317 pour le coup, il est au même niveau que l'Angliru. Il est au même niveau que l'Angliru. Donc, alors après, l'Angliru, il monte moins haut, donc il y a moins cet impact de l'altitude. Néanmoins, il fait partie des 10 plus durs tours, des 10 plus durs cols, de France. Français. Et alors, pour la petite explication sur le pourquoi l'Angliru est à peu près la même difficulté, il faut savoir que, en plus de ça, globalement, les écarts peuvent être tout aussi grands sur le Tourmalet qu'à l'Angliru, parce que par moment, en fait, les forts pourcentages font qu'on a des vitesses beaucoup moins élevées, et donc, naturellement, c'est plus dur de créer des écarts. Ouais, tout à fait. Et après, on a l'autre versant. Hein. Alors, le versant... Lui qui est plus simple que l'Angliru, pour le coup.
Ouais, qui est plus simple que Languéou, l'autre versant qui est côté La Mongie, on dit, donc il part de Sainte-Marie-de-Campan, il est à 313, mais bon, c'est quand même 17 bornes à 7,30, alors que l'autre, il est à 19 bornes à 7,5. Donc un col particulier, je pense que quand t'es cyclo, faut le monter, c'est obligatoire. Par contre, y faire des pèlerinages, non, il y a des cols très proches qui sont vraiment beaucoup plus beaux. En tout cas, je souhaitais le mettre en valeur parce que il s'y est passé beaucoup de choses et un col mythique, c'est pas forcément qu'il est beau, c'est qu'il s'y est passé énormément d'actions avec des journées mémorables, quoi. C'est quoi justement ton plus beau souvenir sur ce Tourmalet? Mon Pas plus beau souvenir, personnellement, mais dans un souvenir cycliste. parce que j'allais dire, c'est d'avoir doublé Bernard, 67 ans, et que j'ai mis 4 minutes. C'est bien, sur 100 Quentin. mètres. Je te félicite. En second, je dirais Thibaut Pinot, parce que j'adore ce coureur. Et oui. Parce que l'étape, elle était quand même assez intéressante, enfin, en tout cas la montée du Tourmalet. Malgré le fait qu'ils arrivent à 5 ou 6 en fait au sommet ensemble, mais c'est vrai que émotionnellement c'est particulier. T'as plus d'émotion quand ça arrive à 5 et que t'as Thibaut Pinot qui les lâche à fin, parce que quand t'as quelqu'un qui s'en va de très loin et qui a 1 minute d'avance quelque part, tu vibres pas autant que sur une arrivée comme ça. Et puis il faut dire qu'en même temps, évidemment, Thibaut Marc Pinot, Madiot non plus. voilà, et puis Thibaut Pinot, ça rajoute un petit côté aussi sentimental forcément. Ouais, bien sûr, tu mets, si c'est Thomas Vauclair, moi ça me parle pas. Si tu mets Julien Bernard qui est apprécié, ça a quand même pas la même portée. Et il y a Marc Madiot qui a contribué à ça, parce que s'il y a pas Marc Madiot, voilà. Mais le Tourmalet, Allez mon petit, allez, donne tout. Ouais, le Tourmalet, c'est le Tourmalet, tu te fais chier pendant le col et mais c'est l'histoire du Tour. Parce que c'est l'histoire du Tour et qu'il faut le faire. Et malgré le fait qu'il soit dégueulasse, on apprécie d'être en haut et ça fait partie des incontournables. Merci Quentin pour tous ces détails, c'était fort passionnant. On va enchaîner du coup, parce qu'on est très fort dans les liaisons, on l'a dit, avec un autre coureur, donc la dernière partie de notre podcast qui s'intéresse plutôt à un jeune coureur, à un espoir, parce que chez Vélo Futé, on aime parler des jeunes coureurs. Et donc on a parlé d'une course espagnole, on a parlé d'un col qui aura lieu sur le Tour d'Espagne et on va parler d'un jeune Allemand. Et évidemment, j'ai choisi Marco Brenner. Alors pourquoi Marco Brenner ? C'est surtout que c'est... Sur PCM, il devient assez bon. Il devient assez bon. Moi, j'espère qu'il deviendra encore meilleur que ça. Mais dans tous les cas, c'est surtout qu'on l'a interviewé hier. Voilà, avec plaisir. On était vraiment heureux d'avoir la chance de l'interviewer. Et l'interview devrait sortir ce week-end ou la semaine prochaine. Donc voilà, on a hâte de vous la partager. Surtout qu'il montre les crocs un petit peu, il montre ses ambitions et ça fait plaisir dans cette tête juvénile. Mais voilà, Marco Brenner, du coup, pour la petite histoire, Marco Brenner a 20 ans. Il est professionnel depuis 2021 et il est passé professionnel à 18 ans. Donc c'est extrêmement jeune. Il est toujours vu comme un immense crack, capable de rouler très fort. Il avait fini 3e des championnats du monde junior du contre-la-montre. Il avait aussi gagné... 5e de la chrono du Tour de Pologne en World Tour l'an dernier. Quand même. L'an dernier, tout à fait. Maintenant, JB, tu vois, j'ai essayé d'aller en mode chronologique. Là, tu viens un peu de me casser le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc bon, tu pourrais, voilà, tu vas respecter un peu mon montage, quoi. JB, il faut aller à l'essentiel, tu sais. Ouais, je vois ça, alors que pourtant, c'est pas le spécialiste du domaine. Je vais te dire, il tourne autour du pauvre. Enfin bref, il avait gagné, du coup, il avait gagné en 2019 énormément de courses. Je suis en train de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 victoires en 2019 chez les juniors. 19 victoires. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est colossal. Il gagne 2 ou 3 classements généraux. Il gagne le contre-la-montre. Il est champion national du contre-la-montre, champion national sur route. Bref, il dominait tous ses adversaires globalement cette année-là. Il était vraiment au-dessus du lot. Du coup, il est passé en espoir en 2020, mais il a peu roulé. On connaît les raisons de 2020. Voilà, peu de courses à cause de ce satané Covid. Il a quand même fait le Grand Prix du Ruby-Bliland. Alors, excusez-moi pour la prononciation, je suis pas le plus grand spécialiste des noms suisses. Il finit 4e du général en remportant une étape. Il finit 4e derrière un certain Ponomar que tout le monde connaît. Beaucoup le voient comme un crack. Moi, j'y crois moyen, mais bon, voilà. C'était le jeune Ukrainien, en tout cas, a été un des plus jeunes, je crois. C'est pas le plus jeune, JB a participé au Giro. Et tout à fait.
Il finissait 4e voilà, de ce classement. Et puis il était encore 2e du contre-la-montre des jeunes au championnat d'Europe. Donc bref, voilà, un coureur vraiment de grosse qualité. Excellent grimpeur. Gabarit normal, 1m78 on va dire. Alors normal, vous me direz c'est classique, mais voilà, 1m78, 59 kg, poids plume. Oui. Bon grimpeur, bon puncher et bon rouleur. Vous allez me dire quels sont ses défauts. Probablement les pavés. Si un jour il y en a sur le Tour de France, il risque d'y souffrir. Le vent. Devant la nullité de cette blague, nous préférons vous montrer un reportage sur la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Mais alors, une question, puisque tu nous parles, il a 20 ans, tout ça. Alors, moi, je suis moins emballé par Brenner que ce que tu dis. Déjà parce que je le connais moins que toi. Mais par contre, j'ai envie de dire Pogacar, Ayuso, tous ces craquitos là, Evenepoel, ils ont déjà percé à l'âge de Brenner. Non, Pogacar perce vraiment à 20 ans. C'est sa première saison pro, mais Brenner est... 3 étapes de la Volta. Brenner, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il en est loin, quoi. Brenner, il en est loin, mais Pogacar était néo-pro à 20 ans. Brenner a 20 ans et aura 21 seulement en fin août. Un peu comme Pogacar, en fait. Ils sont du même mois en termes d'années. Okay. Donc, du coup, en fait, je dis pas qu'il va faire une Pogacar et gagner 3 étapes sur la Volta, mais en tout cas, il est globalement à peu près dans le même cursus. Alors, est-ce qu'il sera aussi fort que Pogacar ? J'y mettrai pas ma main au coupé. Non, en vrai, je pense que c'est un gros potentiel. Et dès cette année, je pense qu'il va montrer les crocs. Il l'a dit dans l'interview qu'il avait de grandes ambitions, qu'il espérait être leader sur plusieurs courses. Il le sera déjà normalement sur l'UAE Tour en début de saison. C'est un bon moyen de savoir où est-ce qu'il en est par rapport aux années précédentes. Il a réussi à prendre de la caisse. Je pense que sa performance dont parlait JB sur le Tour de Pologne, je pense a pu lui donner confiance. Il y a une autre grande performance qu'il a faite. On en parle peu, mais il a fini 8e sur le Tour de Norvège d'une étape écrasée par Evenepoel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il était très loin en fait dans le peloton, qu'il a remonté tout le monde un par un pour finir 8e, juste derrière Chavez et devant un coureur comme Tao Geoghegan-Hart. À 19 ans seulement, c'est quand même vachement impressionnant. Oui, mais comme il y a eu des pépites avant qui ont tellement explosé tôt, c'est vrai que alors que on ne devrait pas raisonner comme ça, mais on pourrait même se dire chacun son rythme. Ouais, c'est ça. Mais comme les autres, ils sont tellement au-dessus, la norme a changé, en fait. Et... La norme a changé, mais 20 ans, ça reste quand même très jeune, tu vois. Oui, pour un cycliste, c'est très jeune. Mais quand tu démarres beaucoup plus tôt les entraînements, que tu démarres beaucoup plus tôt le cyclisme et tout, les normes, dans tous les cas, maintenant, on peut percer beaucoup plus tôt. Complètement. Mais tu sais, ceux qui percent plus tôt peuvent aussi terminer beaucoup plus tôt. Voilà, oui. Globalement, une carrière à haut niveau dure 10 ans. Vraiment où on est vraiment au top, et encore, ça c'est pour très peu de coureurs. Il y en a qui ont des tops de 3 ans, 2 ans ou 1 jour, comme Marc Padoun. Donc tu vois, voilà, c'est un week-end. Un week-end, si tu veux. Donc voilà, donc je veux dire, globalement, on peut pas s'arrêter au fait qu'il a 20 ans, il est pas du tout terminé. Il est trop jeune pour ça, tu vois. Il a un potentiel énorme. Moi, je suis convaincu qu'il est dans la bonne équipe DSM pour se développer. Peut-être pas pour rester et briller en tant que leader, mais en tout cas pour se développer. DSM, c'est sûrement la bonne maison. J'espère pour lui qu'il est au bon endroit. Oui. En tout cas, lui, il le pense. Il l'a répété plusieurs fois. Mais voilà, c'est une année charnière pour lui parce qu'elle peut le faire basculer justement dans ce rôle de leader chez DSM. Et DSM, on a un besoin, en manque cruellement. Ouais, c'est vrai que sur les courses par étapes, ils ont quand même personne à part Bardet. Globalement, de manière générale, ils ont personne. Ils ont le petit Oscar Onley là qui est pas mal. Ouais, il a fait 2 montées sur le Tour de Croatie. C'est un beau potentiel aussi, mais bon, c'est pareil, on peut pas non plus s'emballer trop vite. T'exagères. 24e du Tour de Grande-Bretagne, 7e du Saska Tour. Il a des petits trucs. Valle d'Aoste, il est premier. 14e, il gagne une étape. Non, mais il a des qualités. C'est un gros potentiel. Moi, tu vois, je pense que Brenner, t'es beaucoup plus expert que moi, mais c'est vrai que Onley me parle plus que Brenner, par exemple. Brenner, pour son poids, les watts qu'il est capable de développer, c'est vraiment très intéressant. Et tu le vois, d'ailleurs, faire 5e... Alors, le contre-la-montre était en montée, donc c'est vrai qu'on peut se dire que c'est à cause de ça, mais globalement, il a des qualités. Tu vois, il fait 8e du championnat national d'Allemagne cette année. Voilà, pour un gars de 59 kilos, il sera
ce sera pas Nairo Quintana au chrono, quoi. Tu vois. Pourtant, il fait le Ouais, même bien poids. sûr. Donc ça veut dire. Quintana faisait des bons chronos, attention. Ouais. Enfin, je pense que Brenner sera normalement, s'il évolue normalement, au-dessus de ça, largement en chrono. Et ben voilà. En tout cas, merci les Non, gars. merci. JB, je crois que tu voulais terminer par un petit quiz. Ah oui, Rapidement. on va terminer par un petit quiz, histoire de Ah voir oui. si vous vous rappelez des coureurs qui ont pris leur retraite. Oula. Ah, Tu mais- veux faire marcher nos méninges là? Tout à fait. Parce qu'on est déjà. C'est peut-être l'heure, tu vois, ça fait déjà 28 minutes qu'on cause, tout est pas forcément super intéressant dans ce qu'on raconte. Peut-être que les gens, ils en ont marre. Oh. Non, mais moi je suis chaud, vas-y. Bon, Allez, quand t'as dit chaud. allez, quelques noms. Allez, alors, je suis un ancien coureur espagnol. Valverde. Non. Ah putain. Attends, mais c'est J'y ai Attends, cru, c'est- j'y ai cru, tu vois, c'était... Alors, attends, Facile. attends, quand tu dis ancien coureur espagnol, le mec a changé de nationalité, c'est ça? Non, il a pris sa retraite. C'est que des coureurs retraités. Quand de il cette dit année ancien, ou c'est d'avant vieux, quoi. Non, c'est que des coureurs qui ont pris leur retraite. Depuis, qui ont couru entre 2000 et maintenant. Ah ouais, putain. En fait, il a dit c'est un ancien coureur, virgule, espagnol, tu vois, Quentin. D'accord. Bah, vas-y, continue. Donc, j'ai fait mes débuts professionnels au sein d'Euskaltel Euskadi et ma plus grande victoire aura été le classement général du Tour de Catalogne en 2001. 2002 restera ma meilleure saison en carrière, avec notamment 2 podiums au Grand Tour. Echevarria? Non. Iban J'en Mayo compte d'ailleurs- Iban Non. Mayo J'en compte d'ailleurs 4 en carrière, mais je n'ai jamais gagné. Roberto Leseca. Non. Beltran? Non. Je suis surtout connu pour ma chute sur le Tour 2003. Beloki. Voilà. Bien joué, quoi. Yes. Il a commencé chez Euskaltel. Tout à fait. Eh ben, tu m'apprends un truc. Ah bah, c'était un basque. Oui. Attends, qu'est-ce qu'il a fait lui sur la semaine catalane? Il a fait quelque chose? Non, non. Ah, d'accord, je crois qu'il y avait un lien. Eh oh, Ça, on c'est t'a dit vrai qu'on qu'il y n'était a- pas si fort que ça en lien. On a dit surtout qu'il n'y avait aucun lien sur tout ce qu'on a dit. Donc c'est pas- Non, Beloki, dont on avait fait un papier sur lui pour dire le grand malheureux des grands tours. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Ah exact. bah oui, puisque c'est moi qui l'avais écrit, je me rappelle. Tout à fait. Eh ben, Deuxième nom, un Français. Connu pour être un grimpeur, mais quand même été champion de France espoir du chrono en 96. Oula. Je suis Rinero. Non, je suis passé chez Jean Delatour, puis chez Phonak. J'ai passé la grande majorité de ma carrière dans l'équipe AG2R, dont je suis désormais directeur sportif. Ah bah... Hubert. Non, Merde. 2006 et 2008 auraient été mes meilleures saisons, avec un top 10 sur le tour en 2006. C'est et pas des Goubert victoires. Ah non, Cyril Dessel. Tout à fait. Oh là là, Ah putain. il Yes. est chaud. Ouais, mais à la décharge de Titouan, c'est plus mes années que les siennes. Bah ouais, moi j'étais au Allez. biberon là. Hein. Ouais. Ah, Cyril Dessel, c'est la famille. Ouais, mais tu vois, Cyril Dessel, je connais 2005, tu vois, ou 2006, je sais plus quand est-ce qu'il gagne, 2006 je crois, sur le Tour de France. Il gagne sur le Tour de France en 2008. Et il 2008. fait 6ème du Tour en 2006. Ah ouais, c'est ça, il était super bien classé, voilà. Mais Voilà, tu sais là, on qu'il- est plus dans mes périodes. Tu sais qu'il avait une particularité, ce coureur. Il suait des Ah, aisselles. Il était toujours emmerdé parce qu'il avait de sel. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Voilà. Bon, passons parce que c'était pas ouf. Si vous voulez suivre mes jeux de mots, ils sont disponibles sur Twitter, j'en sors régulièrement. Ils sont toujours aussi mauvais, mais en tout cas, voilà. Vas-y, On Quentin, continue. fais ta promo personnelle, tranquille, Je profite. profite. Vas-y. On enchaîne, JB. Alors, courant suivant. Je suis passé par 6 équipes au cours de ma carrière longue de 15 ans. Xavier Grablen. Il en a fait plus que ça, lui. Il a fait 15 clubs en 6 ans. Bon, vas-y, on est en train de niquer le quiz de JB, là, qui a fait des Pardon, efforts. Vas-y, redis, parce que j'écoutais plus. Donc non, il a fait 6 équipes en 15 ans de sa Oui. de carrière. C'est pas tant que ça, en soi. Malgré ma 7ème place sur le Giro 2007, je suis surtout connu pour avoir gagné la mythique étape de l'Aquila sur le Giro 2010. J'ai également gagné le Tour de l'Avenir en 2002. Saint-Paulo. Non. 2 ans après avoir réussi un exploit qui n'a jamais été égalé, être champion du monde de la course en ligne et du chrono chez les espoirs. Marconi, non? Non, Non. non. Non, comment il s'appelle? Je n'ai jamais exploité mon potentiel et suis d'ailleurs le numéro 1 de notre classement des espoirs. Oui, c'est lui que je parle. Pinotti. Non. Mais non, mais Je suis plus. Et t'es équipier de Marzoni. Ah,
Je suis Pourquoi ça revient pas là? C'est quoi la Russe. nationalité? russe. Italienne? Non? Non, russe. Et Kim? Non. Courait avec Non. Contador à la Tinkov. Un russe? Kolobnev? Non, pas Kolobnev. Oh putain, je me rappelle plus. Charnitsky? Petrov! Yes, bien joué Titouan. Evgeny Petrov. Petrov. Yevgeny Petrov. Putain, je l'avais zappé lui. C'était pas notre numéro 1. Si, tout à fait. T'es sûr que c'était pas l'italien là? Comment il s'appelait? Mais c'est Non. JB qui l'a écrit, non, en plus? T'inquiète pas, je suis sûr. Ouais. J'ai vérifié avant. Ok. Soit. Bah, allez, 3-1 pour moi. Tu sais pas compter toi. Hein. Moi je compte 2-1 pour moi là. Le suivant est un Italien, justement. Ah, Pinotti. Non, j'ai connu une carrière longue de 18 ans où j'ai surtout brillé sur les classiques. Ironiquement, mon premier succès majeur chez les pros aurait été une course par étapes. C'était Tirreno Adriatico en 2003. L'année suivante, je gagne ma première... Gasparotto. Non. L'année suivante, je gagne ma première étape sur le Tour, à Saint-Brieuc. Puncher sprinter en début de carrière, je me suis au fur et à mesure tourné vers les Flandriennes. Nocentini. Dans Chantilly, sur les Flandriennes, Bah, j'ai envie de dire les balanes, mais c'est une connerie, je pense. On savait pas trop ce qu'il faisait, Nocentini, donc... même si je n'ai rien gagné de mieux qu'un Ed Volk en 2007. Ma plus grande... Pozzato! Tout à fait. Pouah Putain. Et ça fait 2-2. Non, ça fait 3-1. J'ai trouvé Non. Valverde au début. C'est ça, ouais. Non, mais on a eu Beloki en même temps. Non, c'est ça, ouais. Bah, bien sûr que oui, et on a enregistré, on peut faire le l'avare. Hein. Tout à Bah, fait. la VAR dirait- Le 2. Exactement. Et du coup, c'est con, je suis obligé de faire le 5e. C'est bête. Allez, vas-y, 5e et ça nous détermine. Ouais, vous Je avez suis pas compté. européen, mais pas d'un pays connu pour ses cyclistes. Passé pro en 2004 au sein de la FDJ, j'étais un coureur complet, mais je suis assez vite devenu principalement un rouleur. Pour autant, mon principal succès est une classique avec le Montepulciano. Lovequist. Oh, bien joué. Oh là là. Oh, C'est très Et fort. voilà. Oh. Voilà. Ça 3-3. s'appelle se faire couper l'herbe sous le pied. Ouais, enfin, il y a 3-3, Quentin, quand même. Ah, non, là, il y a bien 3-2. Et la VAR dit que j'ai gagné avec Lovequist, qui a disparu. D'ailleurs. Gros on fait potentiel un sur tweet PCM dessus 2006, Et hein. il Oh lolo. remonte partout, ce mec. Lovequist. Putain. Thomas Lovequist. Bah, Ah, écoutez, si, moi, merci, je les pense connais qu'on pas, les remplaçants, là. Hein. On peut conclure sur ça, moi ça me va très bien. Ouais, Bonne soirée Tito hein, surtout. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et ben, on va conclure là-dessus, les gars. Merci à vous. On voulait faire 25 minutes, on a fait 35, c'est presque ça. Voilà, on a été presque bon, on va dire. Voilà, on espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre pour ce premier podcast. C'est peut-être pas le meilleur. On espère que ça ira de mieux en mieux, mais en tout cas, voilà, le but c'est que ça vous ait plu. Merci Quentin, merci JB. Merci à vous. Voilà, Merci à tout le monde. on se Merci à vous. retrouve probablement d'ici un mois. Et puis ne ratez pas toutes les actus sur Vélo Futé avec prochainement l'interview de Marco Brenner. Merci à vous et n'oubliez pas de prendre notre trous. Essayez.